Donc je me présente, Adrien Duc, je suis ergonome pour MTN Prévention, le service de prévention et santé au travail de la Nièvre. Alors j'espère que tout le monde peut m'entendre et me voir. Alors, j'ai l'honneur d'ouvrir cette journée sur la santé au travail organisée par Présence Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous permettre de vous parler de santé au travail, mais surtout de prévention. Et en fait, la prévention, en particulier la prévention primaire, est au cœur d'une réforme de la santé au travail qui est en cours d'application en ce moment même, et qui d'ailleurs renomme les services de santé au travail en services de prévention santé au travail. Donc la prévention va avoir un rôle de plus en plus important dans les entreprises et la loi va nous pousser dans ce sens-là. Donc pour ma part, nous allons aborder le sujet de la prévention avec un angle qui intéresse assez particulièrement les entreprises et les associations, à savoir l'argent. C'est en fait une idée reçue qu'on reçoit assez souvent et qu'on entend beaucoup dans les entreprises, que la prévention est uniquement une dépense et qu'elle est une dépense à compter en pure perte et qui ne va pas nécessairement permettre de gagner de l'argent. Alors, on va essayer de vous démontrer à travers deux exemples qu'en fait, la prévention peut être aussi un moyen de faire des investissements qui sont aussi bien gagnants que peuvent l'être d'autres investissements par ailleurs. Donc, pour cette présentation, je suis accompagné de Monsieur Lenoir qui va suivre le chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de chat. Il va essayer de vous répondre soit en direct, soit de noter vos questions pour pouvoir me les donner par la suite. Alors, cette présentation, elle se fera en 5 points, avec en premier lieu des petites explications sur les notions de base qui vont être utilisées, à savoir comment on définit les coûts directs et indirects, ce qui va définir, entre guillemets, la dépense que peut représenter l'absence de prévention en cas d'accident de travail. Ensuite, nous allons voir deux exemples pour voir finalement quels sont les investissements qu'ont pu faire deux entreprises et les bénéfices qu'elles ont pu en tirer. Et puis ensuite, nous allons essayer de généraliser ça sur le retour sur investissement que peut représenter la prévention dans une entreprise, pour en final arriver sur les ressources externes sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer pour pouvoir être accompagnées sur ces démarches-là. Alors, tout d'abord, les notions de base avec les coûts directs et indirects. Alors, les coûts directs, elles vont avoir un impact principalement sur les cotisations à l'assurance maladie, c'est-à-dire que la CARSAT de chaque région va générer des cotisations. Ces cotisations vont être indexées sur le niveau de risque et surtout le niveau de présence d'accident de travail et de maladie professionnelle qu'a pu rencontrer l'entreprise. Alors, par accident de travail, on les définit comme l'incapacité temporaire de travail suite à un accident sur le lieu et ou à l'occasion du travail. Et donc, ce coût de l'accident de travail dépend principalement de la durée de l'arrêt et de l'incapacité rencontrée. Ça dépend aussi du secteur d'activité, car après, selon le secteur d'activité, les taux de remboursement peuvent être un peu différents. On peut rencontrer après des incapacités partielles permanentes, donc suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Et donc là, c'est que la personne, la victime, aura une incapacité qui aura des effets de très longue durée et qui peuvent être définitives. Et donc là, le coût de l'incapacité partielle permanente dépend du taux d'incapacité qui va être défini selon des grilles et ça dépend de la pathologie et de la gravité de la pathologie. Et ça va dépendre aussi du secteur d'activité. Donc ça, c'est les coûts directs que va dépenser directement l'entreprise par le biais de ses cotisations à l'assurance maladie. Mais au-delà de ça, les accidents de travail et les maladies professionnelles et l'absence de prévention en général amènent des coûts indirects.
Ces coûts indirects, donc tout d'abord au niveau des accidents de travail, c'est l'impact sur la victime, l'entreprise et les salariés. Ce sont des impacts aussi bien physiques que psychologiques, mais aussi organisationnels. Tout ça, ça entraîne des impacts financiers. Et donc ces coûts indirects, ils peuvent être à l'origine, ils peuvent provenir de plein d'éléments différents. Ces coûts indirects, ça peut être les licenciements pour inaptitude, pour une personne qui serait en incapacité de continuer à travailler à son poste. Ça peut être aussi venu d'une perte de matériel, car qu'après, quand on a un accident de travail, on peut avoir aussi des accidents un peu plus larges qui entraînent une perte de matériel, de produits, de machines, etc. Ça peut venir aussi des arrêts de production, notamment quand on a des accidents graves. On peut avoir des arrêts de production tout simplement pour porter secours, réorganiser la remise en marche de la production. Ça peut être aussi le temps d'une enquête quand l'accident est particulièrement grave. Ces coûts indirects peuvent provenir aussi du coût de remplacement du salarié, car quand un salarié est absent longtemps ou alors doit s'en aller, il y a un coût qui est défini pour embaucher un remplaçant, pour le former, de lui laisser un temps d'adaptation, etc. Et donc, du coup, on se retrouve avec des coûts de remplacement qui peuvent être parfois importants. Il faut aussi intégrer dans ces coûts indirects le temps de convalescence et de réadaptation du salarié lorsqu'il revient à son poste. Car après, quand il revient à son poste, surtout pour des absences de longue durée, il faut qu'il se réapproprie son poste, qu'il se réapproprie les gestes. Il peut revenir aussi avec une capacité physique qui va être plus faible. Et donc, du coup, il y aura un temps de remise en fonctionnement de l'organisme et des réflexes qui peuvent prendre du temps et qui vont forcément baisser la productivité au moment de retour au poste. Dans les coûts indirects, on a une grosse part qui est due aussi à la désorganisation de l'activité. Alors là, ça peut avoir divers effets sur le retard de production, ça peut être la dégradation de l'image de l'entreprise, ça peut être aussi tout simplement des problématiques dans les flux de personnes, les flux d'activité. Il peut y avoir divers problématiques liées à l'organisation de l'activité qui peuvent émerger. Et enfin, on peut avoir aussi une dégradation du climat social, car forcément, quand on a un accident de travail ou tout simplement un risque très important d'avoir des accidents graves, nécessairement, ça tend les relations entre les employeurs et les salariés et puis leurs représentants, car forcément, les salariés et les représentants du personnel vont toujours réclamer à travailler dans des conditions un minimum en étant protégés. Alors, les coûts indirects, ils ont été estimés. Alors, ça dépend des études, car après, au niveau des coûts indirects, on peut avoir plusieurs choses qu'on peut intégrer ou non dedans, et il peut y avoir plusieurs manières de les calculer. Donc, il peut y avoir des variations assez importantes entre les différentes études, mais globalement, de manière, on va dire, assez moyenne, on estime que les coûts indirects représentent 4 à 5 fois les coûts directs qu'on a vu tout à l'heure, qui sont impactés sur les cotisations d'assurance maladie. Ces coûts indirects, en fait, sont pris en charge entièrement par l'entreprise. Ils ne peuvent pas être déportés justement sur une quelconque assurance ou mutualisation. Tout simplement parce que le plus souvent, ces coûts sont cachés et ils sont assez difficiles à évaluer. Et ils ne sont pas non plus, on ne peut pas les anticiper de manière euh, complètement fixe. Donc, ces coûts sont irréguliers et vont devenir complètement imprévisibles, ce qui veut dire que d'une année sur l'autre, on peut avoir des variations extrêmement importantes par rapport aux coûts que vont représenter les accidents de travail ou les maladies professionnelles. Ce qui peut mettre en difficulté les entreprises et les associations, car forcément, les entreprises et associations fonctionnent par anticipation de leur budget et les coûts qui sont liés aux accidents de travail et maladies professionnelles peuvent être assez importants et représenter une part qui peut être suffisante pour mettre en difficulté le fonctionnement de l'entreprise. Alors,
On va définir par quelques exemples en quoi la prévention peut être aussi un investissement qui peut être gagnant pour l'entreprise. Alors, avant de commencer les exemples, je tiens à remercier les 2 entreprises qui m'ont permis et m'ont autorisé à parler de leur situation et de l'intervention que nous avons réalisée chez elles, et qui nous autorisent à parler de leur cas un peu plus en détail et de manière chiffrée. Alors, pour le premier exemple, c'est le cas d'une brasserie café-restaurant sur la ville de Nevers, et qui avait rencontré une difficulté liée à l'utilisation de la machine expresso qui était manuelle. Tout simplement, la personne qui devait faire tourner la machine à expresso se retrouvait seule derrière le comptoir et devait utiliser cette machine de manière assez intensive, notamment le matin et sur la fin du service du midi, ce qui pouvait représenter une centaine de tasses par jour environ à réaliser, mais sur des temps très courts et de manière très très rapide. L'activité en soi de faire le café représentait sur le principe de détacher le porte-filtre de la machine à expresso, de l'insérer sur le moulin à grains qui permettait de faire descendre le grain moulu dans le filtre. Ensuite, de réinsérer le porte-filtre par un geste de rotation dans la machine expresso, de lancer le café. Ensuite, de détacher le porte-filtre et puis de marteler ce porte-filtre dans un tiroir dédié à cet effet pour sortir le mou du café du filtre. Ce geste-là, en soi, n'est pas forcément quelque chose de très difficile et de forcément méchant, mais c'est la répétition de ce geste avec la rapidité qui est imposée qui posait problème et qui commençait à poser question, notamment sur la problématique des poignets. À cela se rajoute une charge mentale importante, puisque sur ces périodes-là, il y avait aussi excusez-moi. À cette charge mentale, il fallait rajouter aussi l'édition d'addition, l'encaissement des personnes, la prise en compte d'autres commandes et puis les échanges avec les clients qui pouvaient avoir besoin de renseignements. Il y a un besoin de rapidité aussi car les clients souvent sont pressés. Beaucoup de clients sont aussi dans une période où ils peuvent travailler, donc doivent tenir des horaires. Et en plus, les gestes problématiques au niveau du poignet se cumulaient avec d'autres gestes par ailleurs qui pouvaient être rencontrés dans la journée, à savoir le port du plateau, l'utilisation de décapsuleurs, de tire-bouchons, etc. Donc on a identifié pour cette activité un risque important de tendinite et d'exposition au syndrome du canal carpien. Pour avoir un point de repère, les problématiques de tendinite de poignet ou les syndromes de canal carpien, en moyenne en Bourgogne-Franche-Comté, ça coûte 6 200 €. Donc ça, voilà, ce sont des coûts directs, hein, comme je disais, qui sont impactés sur les cotisations à l'assurance maladie. Donc elles ne sont pas forcément impactées tout de suite, mais ça peut être lissé sur plusieurs années. Mais de toute façon, les entreprises finissent par payer ce coût-là. À cela peut se rajouter d'éventuels arrêts de travail supplémentaires. Faut comprendre qu'un arrêt de travail de 4 à 15 jours, ça coûte en moyenne 550 € pour l'entreprise. Du coup, l'entreprise avait décidé de changer sa machine expresso pour une machine automatisée qui permet de moudre les grains automatiquement, de doser le café et d'éviter la manipulation du porte-filtre puisqu'il y avait une vidange qui était intégrée. Donc cette machine représentait un investissement de 10 500 €, auquel a déduit l'entreprise 5 250 € d'aide financière. Ce qui a permis à cette entreprise de supprimer les gestes contraignants et surtout les gestes répétitifs sur la période de rush. Ça a permis de diminuer aussi la charge mentale, puisque du coup, il y a beaucoup moins de manipulation à faire. Le temps de manipulation pour le café était divisé par 2 environ.
Ce qui permet à la personne qui est derrière le comptoir d'organiser différemment son activité et d'être beaucoup plus disponible pour réaliser d'autres préparations, les additions, l'encaissement, échanger avec la clientèle, etc. Ce qui apporte une meilleure qualité de service et une satisfaction de clientèle beaucoup plus importante, qui pourrait permettre aussi d'avoir un accueil de clientèle un peu plus élevé que sans cette organisation-là. Donc du coup, l'entreprise, non seulement il y a gagné en termes, on va dire, d'arrêt de travail évité, de maladies professionnelles qui ont pu être évitées aussi, et en même temps, elle a gagné aussi en termes de qualité de service et probablement euh, du nombre de clients qui a pu revenir. Le deuxième exemple concerne une entreprise de couverture basée à Sichamps, donc c'est à côté de Nevers. Et là, la problématique venait principalement de la manutention, où on avait la manutention à la main de tuiles, de lithos, de chevrons, qui se faisait entre le camion et le chantier. Donc ça pouvait représenter en moyenne une dizaine de palettes rien que pour les tuiles. Et le moment du déchargement pouvait du coup générer 5 tonnes par jour de manutention pour les personnes qui faisaient le déchargement du chantier. Sur certains chantiers, on pouvait même ajouter la montée des matériaux à la main par les échafaudages, car le monte-charge de l'entreprise ne pouvait pas s'adapter dans toutes les situations, et l'accès au toit pouvait être dans certains cas très difficile. Ce qui veut dire que il était parfois très difficile d'approcher, ne serait-ce que les palettes des échafaudages, ce qui voulait dire que voilà, la manutention manuelle pouvait se faire sur des distances pouvant dépasser les dizaines, voire les centaines de mètres entre les éléments, la décharge du camion et les échafaudages. Donc tout ça générait un risque de chute plus important, puisque forcément, faire les allers-retours au niveau de l'échafaudage, parfois en plus avec la manutention, ça augmentait le risque de chute. Ça augmentait forcément aussi le risque de lombalgie, puisque le port de charge impactait directement le risque de lombalgie. Et puis, on avait un risque aussi plus élevé d'usure prématurée au niveau des épaules, puisqu'on avait des manutentions qui pouvaient se faire avec bras tendus et ou en élévation, notamment par la montée du matériel par l'échafaudage. Donc l'entreprise s'est tournée vers la solution d'utiliser une grue nacelle, puisque ça lui permettait d'éviter les chutes de hauteur. Chute de hauteur qui pouvait représenter environ 5 000 € pour un arrêt de 46 à 90 jours. Donc, c'est-à-dire que voilà, une chute de hauteur qui serait avec des conséquences relativement simples. Si on avait une incapacité partielle permanente supérieure à 10%, ce qui peut être le cas quand une chute peut être relativement grave, on peut atteindre 150 000 € de niveau de remboursement pour la personne qui aurait subi cette chute avec une IPP. À cela se peuvent rajouter les lombalgies, donc des lombalgies de 4 à 15 jours, toujours pareil, sur 550 €, toujours en coût direct. Et puis les maladies professionnelles liées aux épaules peuvent représenter en moyenne 28 700 € à partir du moment où elles sont reconnues. Donc, l'entreprise s'est tournée vers l'achat d'une grue nacelle sur remorque qui lui a coûté 90 000 €. À cela, elle a eu des subventions à hauteur de 25 000 €, ce qui lui a permis de limiter les manutentions manuelles simplement à la dépose des tuiles directement depuis le toit, puisque la grue permettait de déposer, de porter les palettes et de les déposer directement à hauteur du chantier au niveau du toit. L'utilisation de la nacelle avec cette grue permet aussi de faire le montage, le démontage des échafaudages en sécurité, ce qui est aussi plus intéressant du point de vue du risque de chute de hauteur. Et surtout pour l'entreprise, ça a permis de définir un gain de temps plus important, puisque l'installation du chantier ne se fait plus qu'en une demi-journée.
au lieu d'avoir 1 jour et demi, avec l'ancienne méthode sans grue, à faire à 2. Ce qui fait que pour des chantiers qui durent en moyenne 2 semaines, ça représente environ 10% du temps de travail économisé, rien que pour l'installation du chantier. Ce qui est un gain énorme pour l'entreprise qui lui permet de faire des chantiers beaucoup plus rapidement et donc de les enchaîner aussi plus rapidement. Elle a aussi un accès facilité et sécurisé au chantier puisqu'elle peut accéder par-dessus les toits pour avoir accès à des pans de toit qui sont auparavant inaccessibles, notamment dans des cours intérieurs. Et donc, du coup, ça permet à l'entreprise d'accepter beaucoup plus facilement des chantiers et de pouvoir les enchaîner aussi beaucoup plus rapidement. Donc, pour elle, ça fait une économie par rapport au risque de chute et de maladie professionnelle, mais ça fait aussi une économie sur le temps de travail. Et donc, du coup, ça lui permet d'avoir de l'argent qui va être gagné par rapport à l'ancienne situation et donc de s'y retrouver financièrement de manière assez rapide. Donc tout ça pour dire que finalement, la prévention, ça peut être aussi quelque chose qui permet de faire revenir de l'argent dans l'entreprise. Et de manière générale, on a eu plusieurs études dans plusieurs situations. On a par exemple l'étude de l'OPP-BTP, donc l'organisme de prévention de la branche du BTP, qui a fait une étude sur 250 cas et qui estimait que le retour sur investissement moyen était de 2,34. Donc, c'est-à-dire que chaque euro investi permettait de faire économiser 2,34 euros à l'entreprise. Et cet amortissement, l'amortissement moyen était en 1,3 ans, ce qui veut dire que la somme investie pouvait être récupérée en un peu plus d'1 an. Donc, ça devient très intéressant pour l'entreprise et ça peut être intéressant, y compris sur des temps, on va dire, relativement courts. On a aussi une évaluation par un projet européen qui estimait que, notamment sur la prévention des RPS, le retour sur investissement pouvait aller jusqu'à 13,62. Donc ça, c'est très important parce que donc ça veut dire que l'euro investi permet d'économiser ou de gagner jusqu'à 13,62 euros. C'est pas surprenant non plus puisque la prévention sur les risques psychosociaux vont toucher principalement l'organisation et donc les améliorations sur l'organisation vont permettre d'avoir des améliorations dans l'entreprise qui sont importantes sans avoir des investissements qui, eux, sont importants. Donc, ça permet d'avoir des gains et des ratios de retour sur investissement qui peuvent être très importants. Et puis, on a eu aussi une autre étude de l'Association internationale de la sécurité sociale qui estimait que le retour sur investissement était en moyenne de 2,2 par année. Donc après, on a plusieurs autres études qui étaient dans le même genre et qui ont tous retrouvé un peu le même ratio d'ordre de grandeur, qui est que, en gros, pour chaque euro investi, l'entreprise peut récupérer 2 euros sur son fonctionnement. Donc ça, par contre, ça fonctionne quand l'investissement en prévention va être pertinent. Et du coup, pour savoir comment l'investissement dans la prévention est pertinent, il est préférable pour l'entreprise de s'appuyer sur des ressources externes. Dans ces ressources externes, on peut retrouver, bien évidemment, les services de prévention en santé au travail. Donc, il faut savoir que ces services de prévention en santé au travail, depuis la réforme qui vient de passer, ces services ont une offre de services qui doit être cohérente pour tous les services de prévention et qui vont être homogènes sur tout le territoire. Cette offre de service, elle est tournée vers la prévention primaire et donc elle peut passer par l'analyse des situations de travail. Donc tout simplement, voilà, l'observation de la situation et l'identification des principales sources de risque. Ça peut passer aussi par le conseil sur le choix de matériel, de méthode. Donc on est là dans l'accompagnement aussi pour estimer les besoins. Donc ça peut passer par l'aide à l'établissement de cahiers des charges. Ça peut être aussi dans la vérification de l'adéquation du matériel ou de l'organisation avec l'activité ciblée.
Les services de prévention santé au travail peuvent vous aider aussi dans l'aide à la circulation de l'information en interne. C'est quelque chose qu'on observe assez régulièrement où voilà, les salariés vont nous dire ben, on a repéré déjà des difficultés, on a des idées pour améliorer le poste de travail, mais l'employeur ne voudra jamais les mettre en place. Et puis, tout simplement par l'aide à la circulation de l'information, l'employeur en fait n'était simplement pas au courant de la situation qui était à risque pour les salariés. Et à l'inverse, les employeurs n'étaient pas au courant que l'employeur était disposé à améliorer la situation, mais n'avait simplement pas l'information nécessaire. Donc c'est important aussi d'avoir cette aide dans la circulation de l'information. Les services de prévention santé au travail peuvent vous aider aussi dans la sensibilisation au risque. Tout simplement pour sensibiliser les personnes, les salariés, à bien utiliser les moyens de prévention, les moyens techniques et les processus euh, pour justement évaluer la pertinence par rapport à leur situation et bien du coup augmenter leur taux d'utilisation et définir justement des points d'amélioration aussi sur l'utilisation de ce matériel et de ces processus. Donc les services de prévention santé au travail font intervenir des acteurs qui sont spécialisés dans la prévention. Donc on a des ergonomes, des psychologues du travail, des toxicologues et d'autres personnes qui sont spécialisées dans l'évaluation des risques et dans le conseil à l'amélioration des conditions de travail. Et les services de prévention en santé au travail vous aident dans tous ces domaines par des interventions qui sont généralement comprises dans la cotisation. Donc ça, pour le détail, il faut voir les conditions auprès de votre service de santé au travail, mais sachez que par la réforme qui vient de passer, il y a une offre socle qui est incluse dans la cotisation de base qui permet d'accompagner les entreprises sur un certain nombre d'interventions. À côté des services de prévention santé au travail, il y a d'autres sources d'aide. Il y a d'abord les CARSAT qui peuvent aider par le biais financier. Donc, il y a des aides financières qui existent pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc là, il faut se rapprocher d'eux pour voir quels sont les critères et les niveaux de remboursement, les dossiers à remplir. Les CARSAT peuvent aussi établir des contrats de prévention, donc notamment avec des grosses entreprises, pour faire des investissements importants et à déployer sur des grandes largeurs au niveau de ces entreprises. Et les CARSAT peuvent réaliser aussi des campagnes thématiques qui permettent d'accompagner les entreprises dans l'évaluation et dans l'amélioration de la prévention sur certains risques du coup thématiques. On a en ce moment par exemple TMS Pro ou Risque Chimique Pro pour certaines entreprises. Au niveau des ressources, vous pouvez vous appuyer aussi sur les branches professionnelles. Les branches professionnelles peuvent aider dans l'évaluation des risques, peuvent aider dans la définition de bonnes pratiques. Les branches professionnelles aussi peuvent aider dans le choix de matériel et éventuellement aussi dans certains cas de commandes groupées. Et on a le cas particulier de la branche du BTP où on a un organisme carrément qui est dédié à la prévention des risques qui s'appelle l'OPP-BTP et qui accompagne les entreprises aussi dans l'évaluation des situations de travail et dans l'établissement de documents uniques et l'accompagnement sur la mise en place de bonnes pratiques. Il peut y avoir aussi de manière ponctuelle des aides au niveau des régions ou du département sur des investissements particuliers. Donc là, après, il faut aller se rapprocher de ces organismes pour voir si des aides peuvent exister au moment donné. Il peut y avoir des aides aussi qui sont définies par Cap Emploi. Donc là, ça va être pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Il peut y avoir des aides pour compléter la prévention pour les personnes handicapées sur justement le surcoût que pourrait représenter l'adaptation de certains matériels ou l'adaptation de l'organisation du travail. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le réseau ANACT et ARACT pour l'évaluation de certains risques professionnels et l'accompagnement
dans la mise en place de plans d'action. Et enfin, vous pouvez vous aider de l'INRS qui va être centrale en France dans la prévention des risques professionnels, puisque au niveau de l'INRS, on a un formidable cœur de recherche sur la prévention avec énormément de publications, d'outils, d'affiches et aussi de programmes de formation pour la prévention des risques professionnels. Donc voilà, avec tout ça, l'entreprise peut être accompagnée pour définir ce qui va être bon pour elle et de quelle manière la prévention peut être mise en place de manière efficace, ce qui va être pour elle un gain non négligeable et donc un atout aussi par rapport à d'autres entreprises qui seraient plus en retrait sur la prévention. Je vous mets en fin de présentation les sources sur lesquelles je me suis basé pour notamment tirer les chiffres qui ont été présentés. Et je tiens donc du coup à remercier encore une fois les deux entreprises qui m'ont permis de parler de leur situation. Et je remercie aussi la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui m'a transmise les chiffres et les données pour permettre d'évaluer le coût des accidents de travail et maladies professionnelles. Voilà pour la présentation. J'espère que ça a été pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de chat. J'essaierai d'y répondre autant que possible. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous de votre attention. Je vous laisse jusqu'à 10 heures où on aura le prochain webinaire qui va être sur le stress au travail en prenant conscience de ses ressources et habiletés émotionnelles. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à repasser par votre service de santé au travail pour nous contacter. Et bonne chance à vous pour la mise en place de la prévention. Pour le PowerPoint, n'hésitez pas non plus à nous solliciter. On peut vous la rediffuser. Sachez aussi que les vidéos seront en lien sur YouTube pour pouvoir les reprendre plus tard et puis reprendre le PowerPoint ou le contenu de la présentation. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et une bonne suite sur les autres webinaires.